Exigence de Vladimir Poutine envers l'OTAN, message croisé entre Moscou et Kiev, opération spéciale dans un pays membre de l'Alliance et disparition de militaires, tensions autour de la littérature russophone à Kiev, scandale politique entre Bruxelles et Viktor Orban, accusation de Berlin contre Moscou et Pékin, innovations militaires allemandes, crise diplomatique entre Moscou et Tachkent, et Kazakhstan face aux artistes russes. Suivez l'actualité internationale et ses enjeux majeurs. N'hésitez pas à soutenir la vidéo avec un j'aime et à la partager sur vos profils dans les réseaux sociaux. Il est temps de commencer. Une vaste opération de recherche a été engagée après la disparition de soldats dans un pays membre de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord. Suite à des exercices militaires, 10 militaires ont été portés disparus. Une opération de secours à grande échelle a démarré. Les journaux norvégiens évoquent 2 pistes possibles. Les soldats auraient pu se tromper sur l'heure du retour, ou bien un incident grave se serait produit. Les communications avec les disparus sont particulièrement difficiles, la couverture mobile étant presque inexistante dans la zone de recherche. Tous les disparus sont des appelés participant à un entraînement de survie. Ils étaient censés revenir pour 7 heures du matin, mais plus de 12 heures après, aucun contact n'a pu être établi avec eux. Peu après le lancement de la mission de sauvetage, les médias norvégiens ont annoncé que la moitié des soldats avaient été retrouvés. D'après la police, 3 d'entre eux sont revenus par leurs propres moyens au point de rassemblement, tandis que 2 ont été localisés par un hélicoptère de secours. Pour rappel, lors d'exercices de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord, en avril de cette année en Lituanie, près des frontières du Bélarus, 4 militaires américains se sont noyés dans un blindé pris dans un marécage. Il a fallu 7 jours d'efforts multinationaux pour récupérer leur corps ainsi que le véhicule. À Kiev, des activistes ont organisé ce qu'ils appellent une désinfection linguistique sur les marchés de livres de la capitale. Une vidéo montrant le retrait de livres en russe a été publiée sur la chaîne YouTube Movni. Les auteurs précisent que leur objectif principal est la collecte volontaire de livres en langue russe pour les recycler par la suite. Les recettes, selon eux, seront reversées aux forces armées ukrainiennes. Déposez vos livres pour recyclage. Ne vendez pas cette saleté. Ne soyez pas complices de la propagande russe. Les activistes ont interpellé les vendeurs de livres russophones, n'hésitant pas à les réprimander, voire à insulter ceux qui s'exprimaient dans cette langue. Les organisateurs affirment avoir agi dans le cadre de la loi, rappelant qu'un moratoire interdit à Kiev la vente et la diffusion de littérature en langue russe. Toutefois, l'action n'a pas tourné comme l'espéraient ses initiateurs. De nombreux conflits linguistiques ont éclaté. Certains vendeurs expliquaient la présence de livres en russe par le fait qu'ils font des dons, paient des impôts ou fabriquent des filets de camouflage. Mais ils considèrent normal de défendre la littérature de Moscou et d'élever les générations futures dans cette culture, ignorant la législation. Selon eux, les livres ukrainiens se vendent moins bien et la langue ukrainienne ne nourrit pas son homme. Dans les commentaires sous la vidéo, de nombreux internautes critiquaient les activistes, les accusant de servir indirectement les intérêts de la Russie et de renforcer les arguments de Moscou sur la prétendue discrimination des russophones en Ukraine. Le sommet de l'Union européenne n'a pas non plus permis de trouver un terrain d'entente. L'Allemagne et la Hongrie se sont affrontés à propos de la Russie. Le chancelier allemand, Merz, a accusé le Premier ministre hongrois Viktor Orban de bloquer les plans de défense européens et de favoriser Moscou. L'échange musclé a eu lieu lors des discussions sur les mesures à prendre pour protéger l'Union européenne des menaces croissantes de continuer le soutien à l'Ukraine. Orban, qui s'oppose régulièrement aux sanctions contre la Fédération de Russie et à l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne, est resté inflexible, bloquant ainsi le débat, selon Bloomberg. Ce nouvel incident traduit l'agacement croissant au sein de l'Union à l'égard d'Orban, qui use de son droit de veto pour entraver les sanctions contre la Russie et s'opposer à la candidature de l'Ukraine. Cet accrochage intervient alors que le bloc tente de resserrer les rangs autour de nouveaux plans de défense, après plusieurs violations récentes de l'espace aérien européen par la Russie. Des sources présentes au sommet évoquent des échanges très tendus.
et estime que l'exaspération vis-à-vis de la Hongrie a atteint son paroxysme à Bruxelles. La veille, un incident s'est produit également dans l'organisation du traité de l'Atlantique Nord. Le secrétaire général du pacte, Eirut, a élevé la voix lors d'un échange avec la première ministre estonienne. Des désaccords sont apparus autour de la Russie et des Miguets, après que l'Estonie a activé l'article 4 du traité, qui prévoit des consultations si un pays membre se sent menacé dans sa sécurité. Eirut estime que recourir trop souvent à cet article risque d'affaiblir la force du traité. Berlin accuse la Russie et la Chine d'espionner les Européens. Le ministre allemand de la Défense a fait une déclaration retentissante. Selon lui, les drones aperçus au-dessus de la Pologne et du Danemark ne sont pas de simples appareils civils utilisés par les médias, mais bien des dispositifs de reconnaissance déployés par des États. Pistorius a souligné que l'Europe devait être prête à réagir immédiatement, y compris par la force si nécessaire. Il assure que l'Allemagne travaille déjà sur un ensemble de mesures allant des armes à laser aux drones intercepteurs et aux systèmes de guerre électronique. Nous devons réagir, établir des règles claires et veiller à leur respect, pour pouvoir répondre, même physiquement, en cas de menace directe. Il rappelle également que pendant que nous sommes assis ici, nous sommes sous surveillance, filmés, sans savoir ce que font encore les satellites russes, chinois ou autres. Du côté russe, on nie toute implication dans les survols de drones en Pologne. Moscou a proposé à Varsovie une enquête conjointe sur ces incidents. Concernant les drones au Danemark, l'ambassade russe dans ce pays a rejeté catégoriquement les soupçons de participation. Poutine ment à Trump. C'est ce qu'affirme Zelensky. Il raconte que lors d'une rencontre en Alaska, le Kremlin a présenté de fausses cartes et vanté des succès imaginaires de l'armée russe sur le front. Selon Zelensky, Poutine a fourni à Trump des informations erronées, prétendant qu'il continue leur avancée sur le territoire ukrainien, qu'ils seront à Pokrovsk dans un mois, qu'ils prendront presque tout l'est de l'Ukraine en 2 mois, puis avanceront sur Kharkiv, Dnipro et enfin Kiev. Ils montrèrent des cartes étranges, des schémas incompréhensibles. Je vois tout cela et je comprends qu'il faut détruire ces récits. C'est exactement ce que font nos militaires et notre équipe diplomatique. Poutine, de son côté, continue d'affirmer que l'Organisation du traité de sécurité collective contrôle déjà la majeure partie de la ville de Kupiansk dans la région de Kharkiv et qu'ils sont déjà entrés dans Pokrovsk, dans le Donbass, ce que la partie ukrainienne n'a pas confirmé. Le Kremlin a également adressé des messages à l'Occident depuis le club Valdai. Poutine a déclaré prendre avec beaucoup de calme les propos de Trump sur le tigre de papier, puis a accusé l'Ukraine de frapper la centrale nucléaire de Zaporizhzhia et promis une riposte. L'Ukraine, de son côté, affirme que c'est la Russie qui a déconnecté manuellement la centrale pour la relier à son propre réseau. Poutine a aussi invité Zelensky à réfléchir. Si nous sommes en guerre avec tout le bloc de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, avançons pas à pas et nous nous sentons confiants, alors ce tigre n'est-il qu'une illusion ? Il a ajouté « Peut-être vaudrait-il mieux que le gouvernement de Kiev songe à négocier. Nous l'avons proposé à maintes reprises. » Zelensky, quant à lui, insiste sur la nécessité d'une rencontre bilatérale. À Moscou, on estime qu'une telle rencontre nécessite une préparation sérieuse et ne se tiendra pas à la légère. L'Occident, selon l'ex-ministre britannique de la Défense Ben Wallace, ne comprend pas encore Poutine. Savoir ce qui le motive permettrait de mettre fin à la guerre, écrit-il dans une tribune pour le Z-Télégraphe. Il y qualifie Poutine de voyou vivant dans un monde de fantasmes tsariste, obsédé par la Crimée, qu'il considère comme symbole du pouvoir. Tant que la péninsule reste sous contrôle, Poutine se sent en sécurité, dit-il. Pour la seconde fois en 1 semaine, Wallace propose son plan pour achever la guerre. L'Ukraine devrait attaquer la Crimée chaque jour avec des drones, couper eau et électricité, faire sauter le pont de Kertch pour placer l'approvisionnement sous le feu de l'armée ukrainienne. Mais il admet aussi que l'Ukraine ne peut prendre la Crimée de force et doit la rendre invivable à distance. Wallace ajoute que Poutine cherche à forcer l'Occident à reculer afin de terminer ce qu'il a commencé en Ukraine. C'est le signe d'événements imminents, ainsi agit un président russe persuadé de n'avoir plus rien à perdre. La Russie a réagi il y a quelques jours aux premières déclarations de Wallace sur des frappes contre la Crimée, jugeant inutile de commenter les propos d'un ex-ministre et qualifiant ces déclarations d'absurdes.
Peskov a ajouté qu'il valait mieux répondre aux propos des ministres en exercice. Chers amis, selon vous, pourquoi Ben Wallace est-il si actif ces derniers jours? Que pensez-vous de ses propositions concernant la Crimée, ainsi que des déclarations de Zelensky et Poutine? Partagez vos avis dans les commentaires. Merci aussi, comme toujours, pour votre soutien. Abonnez-vous à la chaîne, laissez un j'aime. Je tiendrai ma promesse et lirai vos commentaires dans l'une des prochaines émissions. Je poursuis avec le sujet suivant. Une tentative d'assassinat à Moscou. Selon CNBC Arabia, citant l'Observatoire syrien des droits de l'homme, une tentative d'empoisonnement aurait visé Bachar el-Assad, récemment arrivé de Syrie en Russie. L'Observatoire indique qu'Assad a été hospitalisé d'urgence dans une clinique de la banlieue moscovite et que son état n'a pu être stabilisé qu'après 2 jours. Selon des sources, l'opération visait à mettre le Kremlin dans l'embarras et à accuser Moscou de l'élimination du dirigeant syrien. Seul son frère Maher et l'ex-secrétaire général de l'administration présidentielle Mansour Azzam étaient autorisés à lui rendre visite durant son traitement. L'Observatoire affirme que l'opération d'empoisonnement cherchait à compromettre le gouvernement russe. Rappelons qu'en août, la justice française a émis 7 mandats d'arrêt contre d'anciens hauts responsables syriens, y compris Bachar el-Assad. Ces mandats sont liés à des accusations d'attentats contre un centre de presse à Homs, en Syrie, en 2012, où des journalistes français et américains ont péri. Kiev rompt ses relations diplomatiques. L'Ukraine a déclaré la guerre diplomatique après la décision du Nicaragua de reconnaître la Crimée, Donetsk, Lugansk, Zaporijia et Kherson comme territoire russe. Kiev a dénoncé une violation grave de la Charte des Nations Unies, du droit international et une tentative d'atteinte à la souveraineté ukrainienne. Le ministère des Affaires étrangères ukrainien accuse Managua de soutenir ouvertement l'agression russe, de légitimer l'annexion des territoires et de dépendre politiquement du Kremlin. L'ouverture d'un consulat honoraire du Nicaragua en Crimée a suscité une indignation particulière. L'Ukraine rompt donc ses relations diplomatiques, affirmant que le pays a définitivement choisi le camp du Kremlin. Ce geste fort montre que l'Ukraine continuera de réagir fermement à toute menace contre sa souveraineté et son intégrité territoriale. Nous ne tolérerons aucune atteinte à notre État et prendrons toutes les mesures nécessaires pour défendre notre indépendance, notre sécurité et l'inviolabilité de nos frontières. Au Kazakhstan, la polémique enfle autour d'un concert de rappeurs russes. Une pétition a été déposée pour demander l'annulation du spectacle de Timati, prévu pour la fin novembre à Astana et Almaty. L'initiative adressée au ministère de la Culture et de l'Information a déjà recueilli le nombre de signatures requis et attend la modération. Les auteurs du texte estiment que la venue de l'artiste est indésirable et demandent l'interdiction de tous ses concerts sur le territoire. La pétition sera examinée dans les 20 prochains jours ouvrables, après quoi une décision sera prise. Le débat est vif sur les réseaux sociaux. Certains souhaitent le maintien des concerts, d'autres jugent inacceptable la venue du chanteur en raison de son soutien à la Russie dans la guerre contre l'Ukraine et de ses prises de position en faveur de Poutine. Le texte relayé par les médias kazakhs rappelle la neutralité du pays. Notre État, à l'instar de la majorité des citoyens, soutient l'intégrité territoriale et la souveraineté de l'Ukraine. Officiellement, nous observons la neutralité quant aux conflits géopolitiques et armés, et nous n'approuvons pas la propagande agressive de la Fédération de Russie. Moscou et Tachkent revoient les règles du jeu. La migration va être repensée. L'Ouzbékistan et la Russie ont annoncé leur intention de réformer le système migratoire, devenu un sujet sensible entre les 2 pays. À Tachkent, fonctionnaires et défenseurs des droits se sont réunis pour discuter de nouvelles approches et apaiser les tensions autour des travailleurs ouzbeks en Russie, dont le nombre est estimé à environ 2 millions. Cette année seulement, les entreprises russes ont demandé plus de 150 000 spécialistes et la demande continue d'augmenter. Mais avec la croissance économique, le mécontentement s'amplifie aussi. La partie ouzbek a dénoncé les fouilles humiliantes, les descentes et les contrôles téléphoniques illégaux subis par les migrants. Tachkent réclame une surveillance conjointe
et des sanctions pour tout abus de pouvoir. Il est nécessaire, selon eux, d'évaluer juridiquement les faits et de poursuivre les responsables de violences disproportionnées et d'atteinte à la dignité des citoyens. Parmi les principales idées, on compte la création d'un centre de préparation à la migration, la simplification de l'examen de langue russe et l'utilisation de nouvelles technologies pour réduire l'attente dans les aéroports. Les deux parties s'accordent. La migration de travail fait partie intégrante du partenariat, mais les anciennes règles ne sont plus adaptées. Voilà, chers amis, c'est la fin de ce numéro. Merci infiniment pour votre soutien. Merci à celles et ceux qui me suivent chaque jour. Partagez ma vidéo sur vos réseaux sociaux, laissez vos j'aime et commentaires. Cela m'est précieux. Rappel, vous retrouvez toutes les actualités de la semaine dans la playlist dédiée. À très bientôt.